Merci beaucoup, Comrade Chairperson. Monsieur le Président, The camarades. post-Cold War context Le contexte of liberal globalization de l'après-guerre froide, celui de la mondialisation libérale, continue d'être marqué par une division entre la promesse idéologique de prospérité pour tous et la réalité matérielle que la mondialisation n'a pas apporté les promesses affichées. Ce n'est pas une situation nouvelle. Les camarades se souviendront qu'une des grandes contributions théoriques de Karl Marx était de démontrer comment l'égalité formelle du marché génère en fait l'inégalité sociale structurelle. Nous nous rappelons également le roman de Charles Dickens, Hard Times, qui nous évoquait des portraits de vie au milieu du XIXe siècle. Dickens parle des évolutions apportées par la révolution industrielle. Il nous dresse un tableau de la société déchirée entre la concurrence et la cupidité, par la concurrence et la cupidité. Marx observe dans le manifeste qu'outre la tendance inhérente de créer un déséquilibre profond, les mécanismes du marché obéit à un impératif de mondialisation. En effet, les années 80 et la période qui a suivi, au cours de ces périodes, nous avons assisté à un nombre croissant de domaines du ressort de l'État caractérisés par la vulnérabilité aux facteurs extérieurs, au-delà du contrôle et des politiques de l'État. Nous avons assisté à une différenciation au sein de l'État, au sein de tous les États, entre les personnes qui sont capables de saisir les opportunités offertes par l'intégration économique mondiale et ceux qui sont marginalisés par ce processus. Cette trajectoire de l'expansion capitaliste a happé les anciennes colonies au sein de la tendance de la mondialisation, mais également son impact a été ressenti dans des pays qui auparavant étaient des éléments constituants du système socialiste mondial, ainsi exposant une partie plus importante de l'humanité à un plus grand risque de paupérisation. Au moment où je vous parle, l'orthodoxie néolibérale régit tel un tyran sur le trône de la politique, l'élaboration politique politico-économique. Les forces économiques et sociales dominantes font de leur mieux pour hégémoniser le discours, aussi bien matériellement, mais également dans la façon dont les procédés développementaux sont institutionnalisés et théorisés. Entre autres, ils utilisent des organisations gouvernementales transnationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'OMC pour façonner le discours au sein duquel les politiques sont définies, les termes et concepts qui limitent ce qui peut être pensé et fait. Ils cherchent également à évacuer l'état de toute activité économique substantielle et balayent de la main qui donne à l'État un rôle tout à fait minoré. Leur but ultime est de convertir l'État en tant qu'agence qui ajusterait les pratiques économiques nationales et à les donner aux et obéir aux exigences perçues de l'économie globale. Institutionnaliser également les mesures
qui doivent mettre de côté les forces populaires. Il y a donc une contradiction interne au sein du néolibéralisme. Le néolibéralisme est incapable de réconcilier sa répulsion philosophique pour l'État et la réalité qu'il a besoin du soutien actif de l'État afin de se protéger des pressions populaires. Camarades présidents, les questions que l'on a posées aux orateurs, à savoir quels sont les territoires pertinents pour résister aux effets négatifs du capitalisme mondial, et deuxièmement, comment imposer nos choix autres que ceux dictés par le libéralisme. S'il fallait combiner et paraphraser ces deux questions, eh bien, mon sentiment, c'est que les organisateurs de cette table ronde souhaitent que nous réfléchissions sur la nécessité de construire une perspective contre-hégémonique plus large, et ceci avec des objectifs politiques cohérents. Dans notre tentative de ce faire, il faut garder à l'esprit les choses suivantes. Tout d'abord, nos adversaires s'appuient sur des réseaux transnationaux très serrés pour lier les politiques d'un pays à un autre et s'assurer que de telles politiques servent les intérêts transnationaux. Deuxièmement, dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, la capacité autonome des États a été réduite, et ceci pour tous les États, bien que ce soit dans une mesure plus importante pour les pays en développement plutôt que pour les pays développés. Il faut également garder à l'esprit que sur certains des marchés émergents, ainsi que dans les pays qui ont soi-disant échoué, l'orthodoxie néolibérale a imposé le fait que l'État est sapé et a contribué directement à l'émergence de l'anarchie et la guerre civile. La confiance dans le libéralisme est en partie fonction de ce qu'on a vu dans les années 80, le fait que les forces de la gauche se sont petit à petit amenuisées. Étant donné que les conséquences du capitalisme mondial sont très claires dans tous les pays, la gauche devrait et peut évoquer son expérience dans l'organisation et dans l'idéologie et mobiliser ses capacités pour construire une très large coalition des forces sociales. Tous les jours, nous assistons dans différentes parties du monde de nouvelles identités, des identités nouvellement affirmées qui dérivent toutes, qui puisent leur force du ressentiment contre différentes formes d'injustice sociale. Même concernant notre positionnement global, mondial, nous devons partir de l'hypothèse que différentes démocraties différentes luttent ont différentes trajectoires historiques et que cette réalité met de côté la possibilité d'avoir une approche universelle. Ce qui est important, néanmoins, c'est que nous devrions être unifiés autour de l'objectif d'avoir un avenir envisageable et de mobiliser toutes les forces afin de lutter pour que ces avenirs voient le jour. Dernièrement, étant donné que l'attaque néolibérale se dirige également contre l'État, notamment dans les pays en voie de développement, les forces de la gauche ne doivent pas être séduites dans une perception dichotomique de l'État et de la société civile. Cette dichotomie est fausse, erronée, et pour l'État, tout comme pour la société, ne peut qu'engendrer un affaiblissement mutuel. Le tableau de la société de Dickens, à savoir qui privilège la rationalité du marché sur le bien-être humain, nécessite une réponse
qui donne une nouvelle légitimité à l'État en tant que régulateur de l'économie et garant de l'égalité sociale. Tel que je le perçois, c'est la seule façon que nous arriverons à un avenir libre du joug du néolibéralisme.